La Commission européenne doit rendre davantage de comptes, se montrer plus transparente sur les influences exercées et plus à l'écoute des parties en présence. Des sujets que nous allons évoquer avec Emily O'Reilly, médiatrice européenne, qui sera notre invitée dans The Global Conversation. Madame Emily O'Reilly, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous apprêtez à quitter vos fonctions de médiatrice européenne que vous avez occupées pendant une dizaine d'années et qui consistent à contrôler le niveau de transparence des institutions de l'Union européenne. Mais il reste encore beaucoup de travail. La semaine dernière, vous avez ouvert une nouvelle enquête concernant la décision de la Commission européenne qui compte assouplir certaines règles relatives à la politique agricole commune qui dépensent beaucoup en faveur des agriculteurs qu'on a vu manifester cette année. Quelles explications attendez-vous de la part d'Ursula von der Leyen? Il me semble que vous avez demandé une réunion. Nous allons examiner les documents en lien avec ce dossier et interroger les fonctionnaires concernés. Comme vous l'avez dit, il est ici question de la politique agricole commune et des changements qui y ont été apportés pour rendre les obligations des agriculteurs un peu moins onéreuses et moins contraignantes en matière de protection de l'environnement. On se souvient des manifestations d'ampleur qui ont eu lieu ici, dans cette ville et ailleurs, et c'est à la suite de ces manifestations que ces changements ont été adoptés. Les organisations engagées en faveur de la protection de l'environnement s'inquiètent donc de cette situation, car d'après la plainte que nous avons reçue, les seules parties à avoir été consultées ont été des organisations agricoles. On essaie donc de savoir ce qui s'est passé. Comment ont-ils procédé à ces changements? Qui a été consulté? Qu'ont-ils pris en considération? Et une fois que nous aurons obtenu ces réponses, nous prendrons une décision en estimant qu'ils ont agi correctement ou bien en formulant des recommandations sur la façon dont ils devront procéder à l'avenir, ou alors nous leur donnerons des lignes directrices pour gérer correctement ces questions qui sont un sujet de préoccupation majeur pour les citoyens. Cela relève donc quelque part d'un sentiment d'injustice de l'une des parties prenantes dans ce dossier? Je pense que c'est le cas, et c'est une donnée fondamentale de ce travail, car s'il y a un dénominateur commun à la plupart de nos dossiers, il s'agit bel et bien de l'influence. Qui influence les législations, les règles que Bruxelles élabore, et comme on le sait, Bruxelles est un pôle majeur de lobbying, le deuxième plus important au monde après Washington. Les citoyens ont donc le droit de savoir comment les législations sont élaborées et qui les oriente. Une partie de notre travail, lorsqu'on reçoit des plaintes ou lorsqu'on ouvre des enquêtes de notre propre initiative, consiste à nous assurer que la Commission, par exemple, ou les autres institutions écoutent tous les points de vue et ne prennent pas de décisions inappropriées ou trop influencées par l'une des parties au débat. Le lobbying est en effet très important, mais à cet égard, la plupart des lobbyistes ont une activité formelle et sont bien identifiés. Ce qui est peut-être moins visible, ce sont les conseillers, les experts qui peuvent être invités. Dans cette affaire, il y a eu cette information selon laquelle un universitaire allemand aurait reçu 150 000 € pour une période de 6 mois afin de dispenser des conseils en matière d'agriculture. Cela alimente-t-il aussi cette impression de manque de transparence quant au fait de savoir qui décide ou qui prodigue des conseils? Beaucoup de gens parlent de la Commission comme d'une administration immense, alors qu'elle est en fait assez restreinte comparée à celle des États membres. Donc évidemment, elle ne dispose pas de toute l'expertise nécessaire en interne lorsqu'elle élabore ou recommande des réglementations. Ainsi, ils font appel à des spécialistes des secteurs sur lesquels ils travaillent. L'une des enquêtes que nous avons menées il y a quelques années visait à étudier l'équilibre entre ces groupes d'experts. Bien entendu, si vous êtes une grande entreprise par définition, vous avez beaucoup de moyens et vous pouvez payer de nombreuses personnes pour être vos yeux et vos oreilles à Bruxelles et savoir ce qui se passe. Si vous êtes une ONG avec un budget plus modeste, vous n'aurez pas la même capacité à déployer des effectifs pour savoir ce qui se passe. La Commission a donc l'obligation de veiller à ce que les ONG, la société civile et les autres acteurs fassent entendre leur voix de la même manière. Et pensez-vous que cet équilibre soit mieux respecté aujourd'hui après toutes ces années de travail?
Il me semble que oui. Il y a sans doute une meilleure prise de conscience au sein de la Commission, à la fois en raison du travail que nous avons mené, de celui des médias et de la société civile, entre autres, mais des problèmes peuvent encore surgir et on examine ces questions au cas par cas. Mais globalement, les mentalités ont évolué. On accepte davantage la nécessité d'un meilleur équilibre quand il faut prendre des décisions portant sur des sujets d'intérêt général. Chaque voix doit être entendue. L'une des affaires les plus connues impliquant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a été l'échange de messages avec le PDG de Pfizer concernant la crise du Covid-19, au sujet d'un contrat portant sur les vaccins. La présidente a refusé jusqu'à aujourd'hui de divulguer ce contenu. Vous considérez cela comme une mauvaise gestion du problème, mais en même temps, elle n'a pas vraiment pris en compte les conseils ou les critiques adressées à son encontre. Est-ce qu'elle tient compte des critiques? C'est la Cour de justice des communautés européennes qui a désormais la charge de tout cela. On verra alors ce qui se passe. Nous avons posé un certain nombre de questions et nous avons constaté une mauvaise gestion du problème, principalement parce qu'au départ, la Commission n'acceptait pas que ces SMS soient considérés comme des documents. Or, il n'est pas nécessaire d'être avocat ou d'être un génie pour lire le règlement 1049 et constater qu'il s'agit bien de documents au regard de ce texte, car ce n'est pas le support qui compte, c'est l'objet de la communication et lui seul. Par conséquent, si vous envoyez des textos ou des messages sur WhatsApp ou quoi que ce soit d'autre, sur des dossiers en lien avec les activités de l'institution, il s'agit bien de documents. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent être divulgués sur le champ, mais qu'ils peuvent être examinés au regard des exemptions prévues par le règlement 1049. Mais cela constitue un cas de mauvaise gestion parce qu'au départ, ils n'ont pas accepté qu'il s'agissait de documents, ce qui est pourtant clairement le cas. Il ne s'est alors rien passé. J'ai émis des critiques concernant la Commission et le New York Times, le journal qui a révélé au départ cette affaire, lui a maintenant intenté un procès. On ne sait pas quand il va se tenir, mais je pense que ce sera une bonne chose pour tout le monde. La plus haute juridiction de l'Union européenne pourra clarifier cette question. Mais pensez-vous que des leçons ont été tirées, qu'Ursula von der Leyen a revu sa façon de se comporter? Je ne sais pas ce qu'elle fait au quotidien. Sans doute fait-elle attention, bien sûr. Mais il est certain qu'au sein de la Commission, nous avons eu des discussions avec eux. Des lignes directrices ont désormais été données au personnel pour ce qui est de conserver des textos et la manière dont ils doivent être correctement enregistrés ou publiés. Cette question est donc en train d'être réglée dans ses aspects généraux. Et on sait tous maintenant que si on gère des dossiers via WhatsApp ou Snapchat, notamment, si on fait partie de l'administration publique, qu'ils pourront être potentiellement divulgués. Comme vous l'avez précisé, ces messages sont considérés comme des documents. Les plaintes que vous recevez portent-elles en majorité sur la question de l'accès à ces documents? La transparence, d'une manière générale, est une question majeure. Près d'un quart, voire un peu plus des plaintes que nous recevons concernent la transparence et l'accès aux documents. Et comme je l'ai dit, c'est là que nous rencontrons le plus d'obstacles. Nous collaborons très bien avec la Commission et pour ce qui est des affaires liées à l'accès aux documents également, mais on constate qu'il peut y avoir d'énormes retards. Et quand les documents sont liés à des sujets considérés comme sensibles sur le plan politique par la Commission, alors il peut y avoir des retards qui vont au-delà des délais autorisés par la loi. L'an dernier, nous avons présenté un rapport spécial au Parlement à ce sujet, ce qui n'a été fait que 2 fois au cours des 11 dernières années. C'est dire l'importance que j'accordais à cette question. Le Parlement a largement soutenu le travail que nous avons effectué et les recommandations que nous avons formulées. On verra donc ce qui va se passer avec la nouvelle commission et si ces leçons seront mises à profit, car les gens pensent parfois que des sujets tels que la transparence ou l'accès aux documents ne concernent que les ONG, la société civile, les universitaires, la médiatrice, mais elles sont d'une importance vitale parce que les citoyens ont le droit, en vertu du traité, de prendre part à la vie de l'Union. Ce problème d'accès aux documents est-il lié à une culture du secret ou à des lourdeurs bureaucratiques selon vous? Je pense que non. Je pense que le réflexe de la plupart des administrations publiques est d'être sur la défensive et de se demander si cela peut leur attirer des ennuis. Mais en matière de droit d'accès, la position à adopter par défaut, si l'on s'en tient au traité et au règlement,
c'est de publier pour donner accès. Ainsi, dès que l'on a accès à des documents, il faut se demander comment on peut les communiquer. Alors que la situation tend à s'inverser. Comment puis-je empêcher la publication d'un document s'il s'agit d'une question particulière? La Commission dira qu'elle donne accès à des milliers de documents et qu'une large proportion de nos demandes initiales sont acceptées, mais le problème, ce n'est pas cette majorité des cas. On parle ici des affaires dans lesquelles des questions centrales d'intérêt général sont soulevées, concernant l'environnement, la défense, la sécurité et les relations internationales, par exemple. Revenons à la Commission européenne, puisqu'Ursula von der Leyen a été réélue. Elle a présenté les 26 candidats qui siégeront au sein de l'exécutif. Le Parlement européen va se pencher dans un premier temps sur leur parcours et leur déclaration d'intérêt financier. Pensez-vous que le Parlement dispose de suffisamment d'outils pour exercer un véritable contrôle en cas de soupçon de conflit d'intérêts? C'est une bonne question. Le Parlement dispose de certains pouvoirs d'enquête, mais pas des mêmes prérogatives, par exemple, que ceux du ministère public européen ou de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. Le problème pourrait se poser pour certains commissaires désignés, je n'en ai aucune idée. Mais je pense qu'il est plus important de savoir si ce Parlement assumera réellement son rôle de mécanisme de responsabilité pour la Commission. Et qu'il s'assure que la Commission rende des comptes. Au fil du temps, certains parlements s'affirment en ce sens, d'autres moins. Il est sûrement trop tôt pour dire dans quelle mesure ce Parlement sera capable de réclamer des comptes à la Commission. On se souvient du scandale de corruption qui a impliqué des membres du Parlement européen fin 2022, le Qatargate. La procédure est toujours en cours. Les nouvelles règles sont-elles assez strictes pour empêcher les députés qui viennent d'être élus au Parlement européen de commettre des actes répréhensibles? Les règles ont été renforcées en ce qui concerne l'enregistrement des réunions, notamment. Ils ne peuvent donc pas côtoyer dans la sphère privée des personnes impliquées dans une affaire. Mais la question est de savoir quelle suite sera donnée à tout cela. Que se passe-t-il si quelqu'un est reconnu coupable d'avoir enfreint une règle particulière? Car ni la Commission ni le Parlement, et ce dernier en particulier, n'ont échappé à l'autorégulation. Il existe une commission parlementaire qui examine les infractions supposées aux différents codes et règles en vigueur. Mais ils transmettent ensuite un rapport au président et c'est à lui de trancher. Une proposition a été formulée pour que des experts indépendants rejoignent cette commission en question, mais elle a été retoquée par le Parlement. Les membres de la commission sont donc des parlementaires. Je suis persuadée qu'ils sont tout à fait droits et honnêtes. Il me semble que vous aviez vivement critiqué à l'époque leur réticence à l'idée que l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, se penche aussi sur leurs activités. Cela devrait-il être une possibilité? Cela a été un désaccord notoire entre l'OLAF et le Parlement. L'OLAF estime qu'il a le droit d'enquêter comme il peut le faire pour n'importe quelle autre institution en vertu de son statut. Il peut venir dans votre bureau, examiner de fond en comble votre ordinateur, entre autres. Le Parlement n'est pas favorable à cela. Par exemple, quand il y a eu l'affaire du Qatargate, il me semble que ce sont les services de sécurité de Belgique et peut-être d'autres pays qui ont découvert cette affaire. Ce n'était pas l'agence antifraude de l'UE. Le directeur de l'OLAF a demandé à ce que le Parlement lui permette d'avoir accès à ce lieu, comme c'est déjà le cas pour d'autres institutions. Cette requête suit son cours. Ce sera peut-être à votre successeur de s'en occuper. Une autre question majeure dans cette période qui suit les élections est celle du départ de nombreux fonctionnaires, y compris des commissaires qui quittent donc leur poste et travaillent ensuite dans le privé. C'est ce qu'on appelle le pantouflage. Pensez-vous que cette fois, il puisse en aller autrement? Car il y a déjà eu des affaires de personnes venant de la Commission, du département de la concurrence, un directeur de la Banque européenne d'investissement qui se sont retrouvés dans ce cas. Est-ce la partie émergée de l'iceberg?
Je pense que la présidente Ursula von der Leyen a écrit aux commissaires sortants pour leur rappeler leurs obligations en ce qui concerne les périodes dites de refroidissement notamment. Une fois de plus, la question est de savoir si le contrôle exercé sera adéquat. Lorsque les gens partent, on ne sait pas très bien de quelle manière, s'ils enfreignent certaines règles ou les protocoles ou des usages qui sont censés s'appliquer, comment cela va être contrôlé. Il a fallu beaucoup de temps pour que la Commission en particulier essaie de changer sa culture et de mieux comprendre pourquoi c'est essentiel de le faire, quels préjudices ces affaires de pantouflage peuvent causer. Parmi les missions qui incombent aux médiateurs, il y a aussi le contrôle des agences européennes comme Frontex. Vous êtes très critique vis-à-vis de l'Agence européenne de contrôle des frontières et des gardes-côtes, notamment au regard de la tragédie de l'Adriana dans laquelle près de 500 personnes ont perdu la vie l'an dernier en Méditerranée. Quels changements devraient être opérés en ce qui concerne le sauvetage en mer ? Nous nous sommes penchés spécifiquement sur le cas de Frontex, qui est l'agence des gardes-côtes et des frontières, et l'on s'attendrait donc à ce qu'elle joue un rôle dans la recherche et le sauvetage. Mais ils nous ont très clairement expliqué qu'ils n'étaient pas là pour la recherche et le sauvetage, mais pour surveiller. Cela devrait-il changer selon vous ? Oui, mais nous avons découvert au cours de notre enquête qu'il n'y avait pas d'opération européenne proactive en matière de recherche ou de sauvetage. L'Europe devrait-elle faire un effort en ce sens, comme cela a été le cas par le passé après la guerre en Syrie ? Oui, tout à fait. De nombreuses ONG qui ont tenté de réaliser ces missions de sauvetage en Méditerranée ont été menacées de poursuites judiciaires. Nous avons également constaté que Frontex, une fois que l'un de ces incidents s'était produit, était sous le contrôle de l'autorité de l'État membre qui dirige l'opération. L'agence ne peut donc pas agir de manière indépendante. À 4 reprises, lorsque le bateau était en mer et avant qu'il ne chavire, Frontex a tenté de contacter les autorités grecques pour leur proposer de l'aide. Les autorités grecques, les gardes-côtes, n'ont tout simplement pas répondu. Lorsqu'on a réuni tous ces éléments, on les a remis aux législateurs. Voici l'écart entre ce que les citoyens pensent que l'on devrait faire et ce qui se passe réellement en pratique en vertu de la loi. Et si vous voulez combler cet écart, vous pouvez le faire. Il faut changer le mode de fonctionnement de Frontex. Le pacte sur la migration et l'asile est un autre défi majeur dans ce domaine. Il soulève des questions non seulement de légalité, mais aussi de justice, de décence et d'humanité. Et il y a maintenant cette politique d'externalisation de la gestion vers des pays extérieurs à l'UE, la Tunisie, l'Égypte, le Liban. Quels sont les risques les plus notoires que vous percevez dans cette stratégie ? Il y a eu de nombreux reportages très instructifs sur ce qui se passe dans certains de ces pays. Cette semaine ou la semaine dernière, le journal britannique The Guardian a publié un reportage de fond sur le sort des migrants en Tunisie. Comme vous le savez, l'UE a conclu un protocole d'accord avec la Tunisie en vertu duquel elle lui verse de l'argent en échange de son aide pour empêcher les migrants de traverser le pays, etc. Et la Commission elle-même sait que c'est risqué pour elle, parce qu'elle ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait des abus. Mais peut-on y remédier une fois que cela a été décelé et établi ? On pourrait espérer que ce soit le cas. On a demandé à la Commission si elle avait procédé à une évaluation de l'impact en termes de droits fondamentaux avant de procéder à des collectes de données. Et elle ne l'a pas fait. Mais elle a intégré des clauses relatives aux droits de l'homme dans les contrats qu'elle a conclus avec les organismes de mise en œuvre qui dépensent l'argent en Tunisie. Il s'agit donc à nouveau de contrôle et de suivi de ces clauses ? Oui, tout à fait. Le problème, tout d'abord, c'est qu'il est très difficile de porter plainte si vous pensez qu'il y a eu des abus. Deuxièmement, la question est de savoir si l'Union européenne est prête à stopper ce financement ou à reprendre les fonds si elle estime qu'il y a eu une violation des droits de l'homme.
On sait donc à quel point cette question est sensible. L'Europe est en train de se droitiser et l'immigration est instrumentalisée par certains groupes et certains dirigeants politiques. Cette émission touche bientôt à sa fin. Vous avez exercé vos fonctions pendant une dizaine d'années. Quel est le principal enseignement des expériences et des rencontres qui ont marqué cette période? Quels conseils ou suggestions donneriez-vous à votre successeur? Mon conseil serait de faire ce pourquoi vous êtes là. Le médiateur européen, c'est un petit bureau avec un grand mandat. Il est la vigie de toute l'administration européenne. Ce n'est pas un petit bureau qui reçoit de petites plaintes et qui courbe les chines. Il doit vraiment s'approprier ce rôle. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au cours des 11 dernières années. Thank you indeed. Thank you for inviting me.